5518e jour. J'ai retrouvé un stylo, alors j'écris. Je sais pas si quelqu'un lira ça un jour, j'en doute fort. Mais ça me fait du bien d'écrire. J'ai vu personne depuis 3 ans. Enfin, personne de vivant, tout du moins. Les infectés ont l'air d'être partis de la ville depuis un bon moment, mais... En vrai, c'est pas d'eux dont je me méfie le plus. C'est plutôt des humains qui restent. Enfin, des humains. Est-ce qu'ils sont encore humains à l'heure où j'écris ? J'ai la nette impression que l'humanité n'existe plus. Qu'il reste que des bêtes aujourd'hui. 28 jours plus tard est un film de science-fiction et d'horreur britannique, sorti le 28 mai 2003 et réalisé par Danny Boyle, qui est connu pour avoir réalisé Trainspotting 1 et 2, La Plage, Slumdog Millionnaire, 127 heures ou encore Steve Jobs. Steve Jobs, qui est notamment connu pour ses ordinateurs et ses téléphones, sur lesquels il est parfois dangereux de naviguer. Alors si vous voulez vous protéger quand vous les utilisez, j'ai quelque chose pour vous. C'est CyberGhost VPN. Un VPN, qui veut dire réseau privé virtuel, permet de protéger vos infos perso lorsque vous êtes dans un lieu public, comme un aéroport ou une gare, où les Wi-Fi publics ne sont franchement pas sécurisés. C'est pratique quand vous vous déplacez, mais aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou YouTube. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région, et même débloquer les catalogues de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Vous pouvez par exemple regarder des films et séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis ou même au Japon. CyberGhost permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Le logiciel est très facile d'utilisation et l'un des gros avantages de ce VPN en particulier, c'est qu'il a une démarche de transparence. Il ne collecte pas et ne partage pas vos données. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter vos proches, et il est disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, et aussi sur vos tablettes, vos consoles de jeux et vos Smart TV. Alors si la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus. Cliquez sur le lien qui est dans la barre d'infos et vous aurez 83% de réduction sur votre abonnement et 4 mois gratuits. De plus, il y a une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et le service technique fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Alors n'attendez plus, essayez-le, c'est totalement sans risque. Le lien est dans la description. L'être humain est une créature violente. Les conflits, les guerres, les rixes, les disputes en famille le dimanche, de tous les temps, l'homme a aimé se foutre sur la gueule. Et comme si une seule espèce agressive ne suffisait pas, le centre de recherche sur les primates de Cambridge a décidé d'inoculer un virus létal, appelé la fureur, à des chimpanzés et de les bombarder d'images de violence. Alors je répète, ils ont inoculé un virus appelé la fureur à un animal qui est capable d'apprendre, de penser par lui-même et qui est 5 à 8 fois plus fort qu'un être humain moyen. C'est brillant. Alors sur le papier ça craint, mais en vrai c'est juste un peu austère. En fait ça va parce que les singes sont dans des cages, donc pas de danger de se faire contaminer. Tout du moins pas tant que 3 individus cagoulés, que j'imagine appartenir à un groupe de protection des animaux, se mettent en tête de libérer les pauvres bêtes. Un scientifique les surprend et les avertit. On leur a transmis un virus létal. Quel genre de virus? La fureur. Mais comme d'hab, ils s'en foutent. Ils ouvrent la boîte de Pandore. Et l'épidémie commence. Le singe mord la femme qui crache du sang sur le mec et 28 jours plus tard, il n'y a plus personne à Londres. Enfin si, il reste lui, Jim. Il a été admis à l'hôpital avant la débâcle parce qu'il a eu un accident de vélo. Et quand il se réveille à poil, l'hôpital est vide. Il se couvre avec ce qu'il peut, recharge un peu ses batteries et déambule dans une Londres vidée de toute présence humaine. Ou alors c'est le lendemain d'un match de foot. Parce que pour avoir bossé 8 ans juste en face du Parc des Princes, je peux vous assurer que le lendemain d'un match de foot, les rues sont dégueulasses comme ça. Un journal lui apprend qu'il y a eu une évacuation de la ville et un mur des disparus a été installé place du Piccadilly Circus. Ouais, t'as raison, sauvons le capital, on sait jamais. Par réflexe, j'imagine, il va chercher des réponses dans une église. Mais le malin a, semble-t-il, pris possession des lieux. Y'a quelqu'un?
Il fait connaissance avec les infectés qui sont rapides et agressifs, et heureusement il est sauvé par Selena et Mark, deux survivants qui molotovent les infectés et s'échappent en toute discrétion. Ils l'emmènent ensuite dans leur refuge où ils lui font passer le test ultime pour savoir s'il est en bonne santé. Un kangourou entre dans un bar et commande un gin fizz. Le barman lui dit c'est 10 livres. Le kangourou paie et boit son verre. Le barman le regarde et lui dit « Vous savez, on n'a pas l'habitude de voir des kangourous dans ce bar. Hein. » Et le kangourou lui répond « Bah, à 10 livres le gin fizz, ouais, tu m'étonnes. » Je préfère vous la raconter là, parce que si j'avais dû laisser l'extrait du film, on se serait fait striker la vidéo. Le calme relatif nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé pendant les 28 jours où Jim était à l'hôpital. Dès le début, c'était clair, on n'avait jamais vu ça. Parce que ça touchait des villages. Et puis, on n'a plus rien vu là-dessus à la télé. On voyait ça dans la rue, là, dehors, ça commençait à rentrer par les fenêtres. À peine ils avaient commencé à évacuer les villes qu'il a été trop tard. Les barrages de l'armée étaient submergés. C'est après ça qu'il y a eu l'exode. La veille du jour où la télé et la radio ont arrêté d'émettre, ils signalaient des foyers d'infection à Paris et à New York. Malgré ça, Jim veut sortir pour retrouver ses parents. Alors après avoir énuméré les conseils de base et pris de quoi se remplir le bide... Mange. Je préfère les Kit Kat Balls, personnellement. Ils se rendent dans le quartier résidentiel où vivaient ses parents et constatent qu'ils ont préféré le suicide à l'infection. Ouais, je sais, c'est horrible. Non, en fait, pas vraiment, parce que c'est mes voisins. Je suis gouré de maison. Par contre, c'est super mal décoré chez eux. Hein. Le soir venu, les deux survivants se reposent pendant que Jim se fait une Alex Murphy en revoyant ses parents dans la maison. Sauf que la lumière de la bougie qu'il tient attire l'attention de deux infectés qui manquent de le tuer. Heureusement pour lui, ces deux anges gardiens les poutrent, mais dans l'affaire, Mark est blessé. Et la probabilité que le sang d'un des infectés l'ait contaminé est très élevée. Alors Selena prend les mesures qu'il faut. Et elle tranche dans le vif. Il faut partir tout de suite. D'autres contaminés vont venir. Il décampe vite fait. Écoute, quand quelqu'un est contaminé, tu as entre 10 et 20 secondes pour le tuer. Et les voilà dehors de nuit, alors qu'il ne faut pas, normalement, à la recherche d'un lieu sécurisé. Allons-y. Mais pour y accéder, faut passer par un mur de caddie qui fait évidemment un merdier pas possible quand on essaie de monter, ce qui attire les infectés. Du coup, ils montent les escaliers 4 à 4 et tombent sur un CRS. Dans le couloir, appartement 157. Dépêchez-vous. Attends, cette voix... Faut pas que ça te coupe ton envie de te rouler dedans. Ah, ils sont tombés sur Francis! Alors non, c'est pas Francis, mais Frank, qui porte une tenue de blindé de Call of Duty, et lui et sa fille Anna ont survécu dans leur petit appartement comme ils le pouvaient. Et ils ont branché une guirlande de Noël à une batterie pour montrer qu'il y a encore du monde ici. L'accueil est sympathique. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On a la crème de menthe de maman. Ouais, sa crème de menthe. Le confort est un peu limité, On n'a plus de chasse d'eau. mais c'est toujours mieux que la rue. Après un coup de propre, Jim rejoint Selena dans le salon et demande à celle-ci ce qu'elle pense de leurs hôtes. Ils sont désespérés. Ils ont besoin de nous plus que nous deux. Ça a l'air d'être des braves gens. C'est gentil ce que tu dis, mais tu devrais plutôt te demander s'ils vont te ralentir ou non. Jim est pas aussi catégorique, mais il oublie pas que sans la manière de penser et de vivre de Selena, il serait mort. Le lendemain, Frank explique à Jim que l'eau et les vivres manquent, mais qu'il reste quand même un espoir. Il y a d'autres combattants, d'autres survivants. Nous sommes des militaires, nous sommes armés. Apparemment, les militaires sont à 40 km de Manchester, et Frank a dans l'idée d'y aller. Ils ont peut-être trouvé un traitement. Oui, et peut-être qu'ils n'ont rien trouvé du tout. Eh ben le seul moyen de le savoir, c'est d'aller leur demander. On peut se faire tuer en essayant. C'est faux ce que papa a dit tout à l'heure. Vous avez besoin de nous comme on a besoin de vous. Même si ça semble dangereux et fou, Selena et Jim acceptent de se joindre à eux. Ils partent tous les quatre avec le taxi de Frank vers l'abri des militaires. Et le début du voyage commence direct par une connerie. S'enfoncer dans un tunnel comme voiture explosée, coup de fer, putain, mais c'est évident que c'est une idée à la con. Mais bon, un barrage, ça arrête que les petites natures, hein. Ou les gens qui ont un pneu crevé. Frank prend alors la décision de changer la roue dans le tunnel, ce qui est super dangereux, on est d'accord, hein. Ils sont dans un tunnel noir dans lequel il y a des barrages de bagnoles, si jamais ils doivent s'échapper, ils sont dans la merde, et en plus ils voient que dalle.
Très honnêtement, rouler 200 mètres sur la jante, ça va pas tuer la bagnole, hein, et ça vous mettra un minimum en sécurité. Alors par contre, il faut se manier, parce que des infectés approchent. Les râles l'ont senti d'ailleurs. Oh non, le Hydra. Il change le pneu crevé plus vite qu'en F1 et repart sur les chapeaux de roue. Mention spéciale à Frank qui soulève la voiture comme Bud Spencer soulève une charrette. Non mais les figurants, ça vous arracherait le cul de faire semblant d'être infecté jusqu'au bout? Les mecs finissent de courir, on a l'impression qu'ils terminent un 100 mètres. Non mais c'est affolant. Oh puis merde, qu'ils s'en aillent, je suis crevé moi. Et en passant devant un magasin, il décide de s'arrêter pour faire des courses. Et je pense qu'on a tous rêvé au moins une fois de faire ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vieux là. Bien irradié. Voilà, pur malt, 16 ans d'âge, noir et généreux en goût. Clairement, je ferais la même chose. Un peu plus tard, ils font une halte pour prendre de l'essence dans le réservoir d'un camion citerne. Jim en profite pour s'éloigner et va voir ce qu'il y a dans le restaurant d'à côté. Mais à part des cadavres et un gosse à taper, il n'y a rien d'intéressant. Et le gosse a parlé. Ok. Ils reprennent donc la route, se tapent un bon gueuleton, contemplent une famille de chevaux libres comme l'air, et Selena se livre un petit peu à Jim. Je me trompais en disant que survivre était la seule raison d'être. Pardon. C'est pas grave. Oh, c'est mignon. Comme quoi, l'apocalypse, ça rapproche les gens. Alors par contre, en vrai, je sais pas si ça se passerait comme ça. C'est normal d'avoir des envies, hein. C'est l'apocalypse zombie, ça fait longtemps. Moi, je t'avoue, j'ai envie depuis qu'on s'est rencontrés. Hein. D'ailleurs, si jamais tu veux qu'on aille dans un bosquet pendant 10 minutes, je suis chaud. Hein. Quoi? Bon, ok, 3 minutes. Non, mais je rêve. Oh, bah, ça va, 3 minutes, c'est largement au-dessus des statistiques. Hein. Le seul mec sur lequel je tombe pendant une apocalypse zombie, c'est un gros pervers. Bah, tu m'as embrassé? Je t'ai fait un bisou sur la joue. Un bisou sur la joue, c'est de la tendresse. C'est pas une invitation à coucher. Putain, mais les mecs, vous êtes vraiment bas du front. Hein. Oh bah, c'était pas super précis non plus. Bref, le soir venu, et aidé d'un peu de Valium, Selena, Jim et Anna s'endorment sous la surveillance de Frank. Merci, papa. Le lendemain, frais et dispo, ils reprennent leur route et arrivent à un barrage militaire, complètement abandonné. Ils sont tous sauvés? J'aime pas ça, je serais assez d'avis de foutre le camp. Non! Frank est un petit peu en colère parce que finalement tout ça n'a mené à rien, alors du coup il passe ses nerfs sur un corbac qui fait du bruit. Et c'est quand même dingue d'avoir autant de malchance, parce que ça aurait pu se passer comme ça. T'as vu? Putain, heureusement que ça m'est pas tombé dans l'œil. Bah, ou dans la bouche, je devenais un zombie. Putain, c'est dégueu. Bon, tu viens. Eh ben ça va, j'arrive. Frank essaie de s'éloigner d'Anna, mais comme elle ne comprend pas son comportement, elle s'approche de lui. Il la repousse, mais la transformation a déjà commencé, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne les attaque. Bon, c'est pas plus mal qu'ils soient intervenus, mais faire ça devant la petite, c'est dur quand même. Ouais, alors je pense qu'il est mort, d'accord. Et si avec ça la petite est pas traumatisée, elle sera jamais traumatisée de sa vie. Finalement, ce sont les militaires qui les ont trouvés. Ils les emmènent dans leur camp fortifié, dirigé par le Major West, où ils se reposent et se lavent. Selena, choquée par la mort de Frank, fait part à Jim de ses inquiétudes, et celui-ci ne trouve pas mieux à faire que de lui rouler un patin. Il fait ensuite le tour du propriétaire avec le Major. Le terrain est plat, tout autour de la maison. Nous avons des projecteurs reliés à un générateur. Tout le terrain est quadrillé. Fil d'alarme et mine antipersonnelle. Alors c'est sécurisé, il y a plein de nourriture, de l'eau chaude, de quoi dormir. Alors bon, c'est plein de militaires un peu gamins sur les bords. Qu'est-ce que vous cuisinez, Jones? C'est une surprise, Major. J'ai hâte de voir ça. Voire même bien teubés, mais c'est confort. Et en plus, ils ont gardé un de leurs potes infectés pour voir combien de temps il peut vivre sans se nourrir. En parlant de miam, le soir, c'est gueuleton. Il y a des haricots, des petits pois, de la viande et une omelette. Jones, vous avez dû voir en cuisinant que ces œufs étaient gâtés. J'ai cru que le sel arriverait à couvrir le goût, Major.
Bon, tant pis pour l'omelette. Et quand le sergent Farrell se prend à philosopher... On est là depuis 2 battements de paupières. Donc si ce virus nous emporte tous, ce sera ça le retour à la normalité. Le major réplique. Voilà ce que moi j'ai vu en 4 semaines de contamination. Des humains tuant des humains. Et c'est ça qui, dans mon esprit, est l'état de normalité authentique. Question de point de vue, je pense que celui qui a toujours vu les conflits croit que le monde est fait ainsi, celui qui n'en a jamais vu croit que le monde est fait ainsi, et quand vous mettez les deux sur Twitter, bah vous obtenez un débat long et stérile qui aboutit au bannissement de l'un des deux. Ouais, le monde est naze. Non, c'est l'être humain qui est naze. Là-dessus, Désinfecté attaque. Alors ça fait bim, bam, boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Et après le deuxième exercice préféré des hommes, l'un des soldats a envie de se mettre au premier exercice préféré des hommes. Va te faire foutre! Ça, c'est une proposition. Ah ouais? Allez, Mitch! Eh ben, on va y aller tous les deux, hein? Il est stoppé par Farrell, mais on sait tous que c'est pas fini cette histoire. Ah bah oui, quand 2 femmes sont coincées avec une poignée de soldats qui n'ont pas vu les gonzesses depuis longtemps, il y a forcément un moment où ça part en oléagineux. Hein. En quoi? En cacahuète. Ah. Et c'est clairement ce qui va se passer. 9 hommes seuls, que faire à part attendre de mourir aussi? Je leur ai promis des femmes. Parce que les femmes représentent l'avenir. Jim cherche à prévenir les filles, mais trop tard. Et je profite du fait qu'il y ait le petit moment de pause pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler la fin du film, pour vous rappeler qu'on est sur Facebook et sur Instagram si vous avez envie de discuter avec nous. On est aussi sur Twitch. Et les rediffusions des lives Twitch sont faites sur une chaîne secondaire qui s'appelle Monstre de Twitch. Et puis à tout hasard, si vous avez envie de vous acheter des goodies Monstre de Film, notre magasin en ligne est dispo. Farrell essaie bien de les empêcher de faire une connerie, mais il est capturé avec Jim et est emmené dans un coin de la forêt qui sert de peloton d'exécution. Le sale con de la bande veut les planter à coups de baïonnette, mais le cuistot préfère les flinguer, et ça fout l'autre en pétard. Connard! Qu'est-ce que tu fous, putain? Tu voulais me descendre ou quoi? Jim en profite pour jouer à cache-cache et parvient à s'échapper en passant par-dessus les barbelés de l'enceinte. Bon, il est à moitié à poil, les mains liées et sans armes dans un monde plein d'affectés sanguinaires, je pense qu'il va pas faire long feu. Sauf que la présence d'un avion dans le ciel lui donne de l'espoir. Le monde n'est pas mort. Alors il se fait pousser des bollocks. Il fonce au barrage et met en route une sirène pour alerter les vilains. Le major et un de ses hommes se rendent sur place et tentent de le débusquer. Mais je suis pas sûr qu'il soit bon dans l'exercice. Mais tout à fait, la technique du tir au jugé en rafale. Très bonne technique d'investigation. Les mecs, c'est des soldats entraînés quand même, hein. Surtout que leur ennemi est malin, rapide et joueur. Il dégomme le soldat, le met dans le véhicule avec lequel ils sont venus, ce qui est un énorme gâchis de temps et d'énergie pour simplement foutre les jetons au major. Et comme il a pété le démarreur de la voiture, celui-ci doit détaler en courant après avoir tué des infectés attirés par le bruit. Évidemment, ils tirent comme des cons. La nuit venue, alors que le reste de l'équipe attend le retour du major pour passer à l'acte, Jim passe par le toit et libère le soldat infecté. Et celui-ci se met en devoir de tuer tous ses coéquipiers. Non, sans déconner, arrêtez d'employer cette technique de tir, ça n'aboutit à rien. En plus là, c'est même pas une technique de tir au jugé, là c'est du one again, c'est advienne que pourra, il y a bien une balle qui va toucher quelque chose. Les soldats sont infectés à leur tour et s'attaquent aux autres soldats qui sont infectés à leur tour, enfin bref, vous avez compris le principe. Jim profite du Capharnaüm pour se glisser dans la maison, il plante au passage le cuistot avec une baïonnette, juste le retour des choses, et on retrouve Selena et Anna, après avoir sauvagement tué le sale con du groupe. Et sa sauvagerie est à tel point semblable à celle des infectés que Selena croit à un moment qu'il a la fureur. Et Anna aussi. On va s'en sortir. Mais non, tout va bien. C'est juste un humain qui tue un autre humain. Il retourne au taxi, mais le major les y attend. Vous avez tué tous mes hommes. Anna se débarrasse alors de lui en faisant une marche arrière jusqu'à l'entrée du château où un infecté le chope et lui fait sa fête. Je vais t'en faire éplucher des patates, moi, tu vas voir. Nos 3 survivants s'enfuient et 28 jours plus tard, après que Jim se soit remis de sa blessure, ils sont repérés par un avion de chasse grâce à un colossal Hello qu'ils ont fabriqué avec tout le tissu disponible. Je l'ai déjà écrit plein de fois dans ce journal et dit plusieurs fois à voix haute, mais quelque part j'attendais cet apocalypse zombie. De toute façon, le monde était sur une pente glissante, ça se sentait que la fin était proche. Les gens devenaient fous, l'individualisme était le maître mot de notre société et tout était sujet à violence ou aux insultes. Plus personne n'était capable de réfléchir calmement, d'être impartial.
ou simplement de chercher à s'informer. Chacun voulait absolument avoir raison au détriment de la liberté des autres. Tout le monde disait qu'on pouvait vivre et penser comme on le voulait, mais personne n'avait le droit de donner son avis. Résultat, aujourd'hui, on n'a plus aucune liberté et on est tous des parias. Je vais être honnête, je pense que je ne serai pas très impartial sur cette critique. Vous pourrez me le reprocher, hein. Parce que déjà le style post-apo, j'adore, mais tout ce qui est zombie et infecté, j'adore aussi. Et le mélange des genres, je trouve ça génial. Mais c'est surtout parce que je suis convaincu que si demain ce genre de choses devait arriver, ça ressemblerait beaucoup plus à ce qui se passe dans ce film qu'à ce qui se passe dans n'importe quel autre film de zombies ou d'infectés. L'idée est née au début des années 2000. On était dans l'après-fièvre afteuse en Angleterre, les spécialistes constataient une augmentation importante des cas de maladies infectieuses, et pour couronner le tout, 2 scientifiques allemands ont recréé une version synthétique du virus de la polio. Du coup, la population avait de plus en plus peur des maladies et n'avait pas vraiment confiance dans le gouvernement de l'époque, qui n'avait pas été des plus efficaces pour gérer les crises sanitaires. Il y a comme un air de déjà-vu. Boyle voulait faire un film qui serait à la fois un avertissement et un divertissement. Mais il voulait le faire sur un sujet grave et frais dans la tête des gens, qui est déjà arrivé et qui arrivera sûrement de nouveau. Pour ça, il voulait un virus capable de faire ressortir tout ce qui est enfoui profondément en nous, à savoir une violence primitive. Alors il a créé La Fureur. Et je le trouve super bien pensé. Outre le fait qu'il se propage par le sang et les muqueuses, ce qui est classique, il provoque chez les gens des symptômes plausibles. Les yeux rouges injectés de sang, par exemple, ou encore le fait de vomir du sang. Au final, c'est un mélange entre la grippe et une fièvre hémorragique proche d'Ebola. Et l'idée que les infectés se servent de leur gerbe de sang pour infecter les gens est brillante. C'est dégueu, mais c'est brillant. Par contre, s'il y en a parmi vous qui veulent voir le making-of du DVD, sachez qu'il est vraiment démoralisant. Parce qu'on y voit des experts en infection parler du fait qu'il y a 30 ans, certaines maladies n'existaient pas, comme Creutzfeldt-Jakob ou la fièvre afteuse, et qu'il est possible que dans 30 ans, de nouvelles maladies se développent sans qu'on y soit préparé. À titre d'information, le making-of date du début des années 2000. Ça veut dire que le mec, quand il dit 30 ans auparavant on connaissait pas des maladies, parle des années 70, et quand il dit dans 30 ans, il parle de 2030. Mais je crois que le pire, c'est ce mec-là. Parce qu'il dit « Je pense qu'on n'est pas prêt de voir une épidémie mondiale dans 20 ans, mais vous m'auriez posé la même question pour le sida il y a 20 ans, je vous aurais dit la même chose. On est sûr de rien. » Et laissez-moi vous dire qu'effectivement, vous aviez raison, monsieur. Parce que 20 ans plus tard, on était en pleine pandémie mondiale. À mon sens, 28 jours plus tard est un film à part dans la liste des films de zombies et d'infectés. Même si la fin est porteuse d'un certain espoir, il n'en reste pas moins très pessimiste et repose sur un constat effrayant. On a beau être civilisé, on a en nous des instincts primitifs et violents qui peuvent se révéler face à une situation extrême. On peut se dire qu'il y a une différence entre l'homme et l'infecté, mais la seule différence concrète c'est que l'un est inhibé par sa conscience et sa morale, tandis que l'autre n'a plus de barrière. Il fait ce que son cerveau lui demande de faire, et ce, sans retenue. Et on voit que cette frontière se réduit au minimum pour Jim au fur et à mesure du film. Au début, il est peureux et effrayé. Après, il prend de l'assurance en tuant un infecté. Mais par contre, il ose pas tuer Frank, parce qu'il a encore une part d'humanité en lui. Et puis à la fin, c'est une bête sauvage. Il est forgé par la haine des soldats qui veulent du mal à ses amis, et il n'a plus rien à perdre. Même son attitude et son allure marquent son basculement psychologique. Il est quasiment nu, couvert de sang, il grogne, il crie. À bien y réfléchir, il est pas si éloigné des primates du début du film qui voient la violence du monde et la répètent. J'ai rarement fait autant scolaire comme analyse de film, quand même. Après, vous me connaissez, vous savez que je suis pas le genre à chercher des sous-textes, des métaphores dans les films. Là, je partage juste ma vision du film. Je sais pas si Danny Boyle a voulu faire ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je comprends l'image. Et ça rejoint ce que dit le Major, en plus. Voilà ce que moi j'ai vu en 4 semaines de contamination. Des humains tuant des humains. Et c'est ça qui, dans mon esprit, est l'état de normalité authentique. La mise en scène et les plans participent aussi énormément au côté démoralisant du film. Boyle a choisi de tourner en format numérique, ce qui donne un côté documentaire au film. On dirait des images prises par des caméras de surveillance. Et elles réagissent d'ailleurs très bien à la lumière, ce qui fait que l'éclairage des scènes peut être grandement amélioré en post-prod. Les plans de la ville ou de paysages vides dépaysent complètement, mais surtout créent un décalage. Parce qu'on connaît ces environnements, et même très bien, une grande ville, une autoroute, un magasin, mais ils sont tellement différents lorsqu'ils sont vides qu'on ressent un malaise en les voyant comme ça. C'est pas normal pour nous. Il utilise parfois des plans qui s'entremêlent pour donner l'impression de reflets dans des vitres, comme lorsque Selena raconte à Jim le début de l'infection, ou quand Jim regarde une fosse commune où des corps ont été brûlés à travers la vitre du taxi de Frank. À un moment, il y a même un plan qui ressemble à une espèce de peinture d'impressionniste, genre du Van Gogh ou du Monet. Et puis, il y a les plans cassés. Ces plans où la caméra est inclinée d'un côté ou de l'autre pour donner la sensation de malaise et de cauchemar.
Et si vous ajoutez à ça l'éclairage des séquences de nuit et les fondus au noir pendant lesquels l'histoire avance, le film devient surprenant et imprévisible. À la rigueur, si je devais trouver un point négatif, ce serait celui du montage. Je sais pas ce que Danny Boyle a cherché à faire, mais très franchement, c'est imbuvable. On sait pas ce qui se passe, on voit pas, ça va super vite, les plans durent un dixième de seconde, c'est vraiment une horreur. Surtout quand on a besoin de faire du montage pour une vidéo YouTube, et que les plans se succèdent tellement vite qu'on a l'impression qu'il y a des images subliminales de partout. Comme souvent au cinéma, certaines scènes ont été coupées. Pour la plupart, c'est pas gravissime, mais une d'entre elles aurait pu changer la fin du film. Alors je vais pas vous la raconter ou la montrer parce que ça mettrait la partie spoil de la vidéo en vrac, mais si elle vous intéresse, regardez le making of ou cherchez sur internet. Le budget de production 28 jours plus tard a été d'environ 5 millions de livres sterling. Alors à l'époque, avec le taux de change, ça faisait pas loin de 8 millions de dollars. Aujourd'hui, comme ça a un petit peu changé, ça fait plutôt 6 millions et demi de dollars. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit de l'époque ou aujourd'hui, en dollars, en euros ou en livres, même en sesterces, ça fait un petit budget. Mais le film a été un vrai succès au box-office avec plus de 84 millions de dollars de recettes dans le monde. Évidemment, si on calcule la rentabilité, c'est super, mais ça reste un petit score pour un film. En même temps, ça s'explique facilement. Il est sorti dans l'ombre de Hulk, en même temps que Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent, et une semaine après sortait Terminator 3. Par contre, chez nous, il est passé inaperçu à cause de Matrix Reloaded, Fanfan la Tulipe et X-Men 2, ce qui fait qu'il a engrangé que 194 000 entrées. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais Danny Boyle a choisi de filmer avec des caméras numériques pour donner une esthétique originale à l'image, mais aussi parce que ça faisait gagner un temps considérable pendant le tournage. Et il fallait que ce soit rapide, étant donné que les prises de vue de Londres ont nécessité de fermer certains quartiers de la ville. Alors pour que ça impacte le moins possible la circulation, ils les ont tournés au mois de juillet, pendant les grandes vacances et à l'aube uniquement. D'où l'intérêt de tourner en juillet, période pendant laquelle les jours sont bien plus longs. Le reste a été tourné de septembre à octobre, et pour les plans d'autoroute, la production a eu le droit de filmer un dimanche matin entre 7h et 9h. Ils ont posé une dizaine de caméras un peu partout, et ont filmé pendant que la police ralentissait la circulation dans les deux sens. Les effets spéciaux numériques ont majoritairement été employés pour certains plans d'ensemble. Étant donné que la plupart ont été tournés avec de la circulation, l'équipe technique a dû remplacer les zones où les voitures roulaient par des routes mortes. Pour les infectés, pas de surprise, il n'y a pas de numérique, que du maquillage et des prothèses. Danny Boyle a fait exprès de choisir des gens athlétiques pour les incarner, histoire de les rendre encore plus effrayants et agressifs. D'ailleurs, le film a été le premier à innover en présentant des infectés rapides. L'équipe a maquillé les acteurs avec le maquillage de circonstance, comme pour Rec, pour les yeux des lentilles rouges, et ils ont aussi fabriqué des dizaines de corps en latex au teint cireux, pour les scènes où des cadavres jonchent le sol. Et ils ont même fait un bébé. Franchement, je sais pas si c'est parce que je suis papa, mais ça me fait vraiment quelque chose de voir ça. Hein. La même pour moi. Ah, toi aussi, t'as un enfant ? Bah oui. Quel âge ? Fille ou garçon ? Tu plaisantes là, j'espère. Pour la bande originale, Boyle a fait appel au compositeur John Murphy, qui a bossé pour le cinéma, mais aussi pour des bandes annonces, des publicités et des programmes télé. Par la suite, il a pas mal travaillé avec Danny Boyle, puisqu'il a composé les musiques de Sunshine et Millions, mais il a aussi bossé avec Guy Ritchie pour Arnaque, Crime et Botanique, et Snatch. Ces deux films sont excellents d'ailleurs, je vous les recommande. Il a composé la BO de Kick-Ass, et plus récemment, il a fait les BO de Suicide Squad et des Gardiens de la Galaxie Volume 3, tous deux de James Gunn. Et on reparlera de son travail le jour où on verra 28 semaines plus tard. La bande originale comprend des morceaux de groupes et d'artistes comme Brian Eno ou Grandaddy, mais il contient aussi une version du titre East Hastings du groupe Godspeed You Black Emperor, qui est employé dans les scènes où Jim déambule dans Londres. Sur fond de murmures et de chants lugubres, on entend une guitare jouer quelques notes lentement. Puis le morceau accélère au fur et à mesure de son évolution dans la ville. Et s'arrête face au mur des disparus. Mais revenons au travail de Murphy. Son travail sur le film est excellent. Les morceaux sont tour à tour guillerets et inconscients. Mélancoliques. Ou même inquiétant. Mais le monde aura retenu un seul morceau de sa bande originale, celui baptisé In the House, in the Heartbeat. Ce morceau commence doucement, avec des notes au piano et à la guitare.
Semblable à un métronome, le tempo devient de plus en plus stressant et oppressant. La tension monte au fur et à mesure que les instruments s'ajoutent. D'abord ce qui semble être la caisse claire d'une batterie. Puis des chœurs. Ensuite la batterie complète. Et enfin la guitare électrique au moment le plus tendu du morceau. Ça sent l'apocalypse, la tristesse, le désespoir et l'horreur. Alors désolé d'être un peu inexact sur les instruments, mais mis à part le pipeau qu'on avait au collège, j'ai jamais touché un instrument de ma vie. Casting anglais oblige, le film est doté d'acteurs et d'actrices de grand talent, à commencer par Cillian Murphy. Récemment vu dans Oppenheimer et la série Peaky Blinders, il a joué 2 fois pour Danny Boyle, puisqu'il a aussi joué dans Sunshine, mais c'est un des acteurs favoris de Christopher Nolan, étant donné qu'il est apparu dans 6 de ses films. Il était notamment l'épouvantail de son Batman. Mais on a pu le voir dans beaucoup de genres différents. L'horreur avec Red Eye, de Wes Craven, la comédie dramatique avec Breakfast on Pluto, le romantisme avec The Age of Love, la science-fiction avec Time Out, et le film de monstre avec Sans un bruit 2. Qu'on fera pas de suite, parce qu'il faut qu'on fasse le premier d'abord. Mais le premier arrive bientôt. On a déjà vu Brendan Gleeson dans Lake Placid, mais il a une carrière aussi massive que lui. Braveheart, AI, 3, la saga Harry Potter, on le reverra aussi dans Edge of Tomorrow, et il a retrouvé Cillian Murphy dans 3 films. Au cœur de l'océan, d'après l'histoire vraie qui a inspiré Moby Dick à Herman Melville, Breakfast on Pluto et Perrier's Bounty. Naomi Harris était dans Rampage, si vous vous rappelez bien, mais son rôle le plus connu désormais est celui de Moneypenny dans les James Bond, avec Daniel Craig. Et elle était aussi Calypso dans Pirates des Caraïbes. On a pu la voir dans La Rage au ventre, dans Moonlight, qui a reçu l'Oscar du meilleur film après qu'il ait été attribué par erreur à La La Land. La gaffe est légendaire quand même. Et dernièrement, elle a joué dans l'immonde Venom Let There Be Carnage. Dans les rôles secondaires, on retrouve Christopher Eccleston, le 9e Doctor Who, qu'on a pu voir dans 60 secondes chrono, G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, et il était Malekith dans Thor, Le Monde des Ténèbres. Un film dans lequel il jouait bien, mais dont il n'a pas pu profiter du succès. Ah bon? Pourquoi? Parce que bien Malekith ne profite jamais. Noah Huntley a joué dans Even Horizon, Le Monde de Narnia, Blanche-Neige et le Chasseur, et on le reverra dans Dracula Untold. Quant à la petite Megan Burns, qui a une filmographie constituée de 3 films seulement dont un court-métrage, elle a préféré devenir chanteuse à partir de 2006. Pour conclure, 28 jours plus tard est une petite perle triste et défaitiste, dans laquelle la frontière entre l'homme et la bête est aussi floue qu'un champ de fleurs. Il reste néanmoins très d'actualité, de par son propos et de son approche du genre. Et même si j'aime beaucoup les films post-apo et les zombies, bon, je souhaite quand même que ça n'arrive pas en vrai, hein, parce qu'on serait sérieusement dans la merde. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous aurez ainsi accès à l'offre exceptionnelle qui est réservée uniquement aux abonnés de la chaîne. Vous pourrez naviguer sur Internet en ayant vos données protégées et vous aurez accès à tout le contenu bloqué d'Internet pour seulement 2,03 € par mois. Vous pouvez leur faire totalement confiance. N'hésitez pas à les vérifier par vous-même, le lien est dans la description. Et pour le mois prochain... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tétel et le bébé me manquent. Je me demande ce qu'elles sont devenues. J'espère qu'elles vont bien. Je peux plus vivre comme ça. J'ai quasiment plus rien à manger, plus rien à boire. Et il me reste une balle, une seule. Je crois qu'il vaut mieux en finir.
Non mais je rêve. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fous? Rien, j'arrive là. La table est mise, ça va refroidir. Oui, bah deux secondes. Tu joues encore au survivant? Non. Bon, peu importe, dépêche-toi de monter. Oui, bah ouais. J'arrive. Allez, dépêche. Oui, bah 2 secondes.